Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à ce nouvel épisode de votre podcast Gotcha, votre podcast d'actualité automobile qui se transforme cette fois en podcast de critique automobile puisque c'est notre épisode annuel de nos tops et nos flops. Ben oui, rendu là, c'est quasiment notre épisode annuel. Point. Hein? C'est le grand retour et je suis très content d'enfin pouvoir te reparler pour ce début de 2026. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotcha. Ah oui, William, écoute, évidemment, ça faisait un petit bout de temps, mais on s'est ennuyé. On espère que vous êtes ennuyé un peu. Et on a eu des demandes pour revenir avec les tops et les flops de l'année, parce que depuis quelques années déjà, on les faisait, avec pas mal de succès, il faut le dire. Et l'année 2025 a été riche en événements de toutes sortes, en véhicules de toutes sortes qu'on a aimés ou moins aimés, ça dépend. Mais je pense qu'on va, avant de se lancer dans les modèles eux-mêmes, il y a deux affaires dont il faut parler au cours de la dernière année, bien entendu. C'est d'une part, les tarifs, les fameux tarifs qui ont complètement changé la face du commerce automobile en Amérique du Nord. Ouais, je me suis dit que j'allais pas parler de ça dans mes flops parce que sinon on aurait juste parlé de politique américaine et j'ai envie de partir d'ici avec le sourire, mais c'est certain qu'on peut pas mentionner 2025 sans parler de ça. Exactement, et je suis obligé de vous dire, malheureusement, que ce n'est que le début. Et là, vous allez me dire, oui, mais les tarifs sont déjà imposés, on les connaît, c'est vrai. Je suis obligé de vous prévenir cependant qu'il y aura probablement des ajustements de prix au cours des prochains mois parce que ce qui s'est passé, c'est que depuis plusieurs mois, les compagnies absorbent les tarifs supplémentaires en disant « ça ne durera pas, on va négocier, ça ne durera pas, on va négocier ». Mais ça a l'air que les négociations sont malheureusement au point mort. Il y aura peut-être une nouvelle entente de libre-échange. Donc, attendez-vous à ce que dans les prochains mois, les compagnies haussent les tarifs, haussent les prix pour correspondre aux tarifs nord-américains. Ça, c'est la première chose, première mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle, en tout cas, disons une adaptation du marché en matière de voitures électriques. Parce qu'on le voit, les ventes de voitures électriques sont en baisse. Plusieurs gouvernements ont décidé d'abandonner ou de repousser la date de 2035 pour la vente de voitures électriques. En revanche, il y a beaucoup de voitures hybrides qui s'en viennent, qui sont en production et qui connaissent un succès auquel on ne s'attendait pas. Oui, puis encore une fois, c'est quelque chose que je me suis dit que j'avais assez mentionné pendant l'année. J'ai pas besoin de répéter que je pense que c'est pas nécessairement le bon move que d'enlever tout simplement toutes les remises qu'on avait pour les véhicules électriques. C'est certain que on se tire un peu dans le pied par rapport à nos propres objectifs. On enlève tout l'argent qui est supposé aller là-bas, puis ensuite on fait finalement ça fonctionne pas. Donc voilà, c'était la phrase que j'avais à dire sur ça. Avant qu'on passe à quelque chose qui est oui, peut-être dans les flops, mais un peu moins déprimant, je le répète. Exactement. Alors, on ne pouvait pas, en fait, passer ces événements-là sous silence si on veut parler du bilan de l'année 2025. Mais là, on va s'attarder à la partie amusante pour nous. Pour vous autres, je ne sais pas, mais pour nous autres, ça a été bien le fun. C'est la partie des véhicules qu'on a eu l'opportunité d'essayer au cours de la dernière année. J'ai des véhicules, j'ai des concepts, j'ai un peu de tout. Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes d'affaires. Alors, évidemment, on vous l'a dit, c'est les tops et les flops. On commence par les tops ou les flops, Will? On y va avec les flops, tiens, parce que c'est toujours ça qui... Il me semble que c'est plate, là, je serai pas fin, là, mais c'est le fun des fois de taper un peu sur des affaires qu'on a trouvées un peu ridicules, et je pense qu'il y en a eu quelques-uns au cours de l'année. Ah oui, tout à fait. On va commencer avec quelque chose de pas trop sérieux. Les mises à jour logicielles qui t'empêchent de conduire. Ouais. Mon Dieu. Je sais pas... Excuse-moi de te dire que ce n'est que le début, là. Écoute, c'est pour ça que c'est pas nouveau à 2025. Il y a plusieurs des affaires peut-être qui vont être comme ça sur la liste. C'est pas nécessairement que c'est nouveau en 2025, mais c'est que quand on est dans un monde qui s'en vient de plus en plus, appelons ça connecté, certains pourraient dire as a service, comme on dit en anglais, on est pratiquement rendu avec l'auto as a service où on paie pour tout, où on a des abonnements pour tout. Ça, tu vois, c'était un de mes flops, la série d'abonnements que l'on est maintenant obligé d'avoir pour faire fonctionner les véhicules. C'est ça. J'appellerais ça automobile as a service, comme on dit en anglais. Le même principe que tout aujourd'hui, où on peut plus avoir un logiciel, il faut qu'on paie au mois pour avoir le logiciel. C'est un peu le même concept, mais surtout parce que j'ai eu le Blazer SS pendant le temps des fêtes, dont on va parler, ça va être le premier essai dont on va parler là dans notre épisode de 2026, parce que j'ai bien hâte quand même de t'en faire part. Puis il m'a fait ça
juste pendant une journée des fêtes, 15 minutes où tu peux pas le conduire et ça dit, oh, attention, les portes vont pas se déverrouiller non plus. Alors, tu étais coincé à l'intérieur du véhicule. Ben, je suis sorti avant, là. Il m'a averti et tout. Il a été gentil. Mais je me dis quand même, c'est que ça demande 15 minutes, c'est pas énorme, mais c'est 15 minutes que j'aurais préféré ne pas avoir besoin de prendre. Mais je pense qu'il y a moyen il y a peut-être moyen de les programmer. En tout cas, dans certains cas, j'ose espérer qu'il y a moyen de les programmer. Ah oui, absolument, on peut les programmer, mais n'empêche que le concept même de 2 secondes, j'ai vu ça aussi sur des barbecues. Hein? Tu peux pas partir ton barbecue, le logiciel est en train de se mettre à jour. Parce que le moteur, il fonctionne, là. T'as un barbecue qui fonctionne avec un logiciel? Et oui, absolument. Et si je me souviens bien, il avait sorti la mise à jour la journée de l'Action de grâce américaine. Ouf! Ça, c'est pas le move le plus brillant de l'histoire. Hein? Non, et je crois qu'on aurait pu s'en sauver si on n'avait pas la fascination avec le over the air. Exactement. Oui, ça d'ailleurs, ça va effectivement être un problème. Et justement, je veux revenir un peu sur ce flop-là, qui est celui des abonnements qui n'en finissent plus. En fait, ce qui, moi, me dérange, que ce soit des abonnements pour des services d'infodivertissement, c'est un peu comme les plateformes à la télé. Tu t'abonnes à ce qui fait ton affaire, puis tu choisis, et ça va. Je peux comprendre cet élément-là. Ce qui me dérange, c'est qu'on s'en vient avec des abonnements pour des services de sécurité. Et ça me met hors de moi parce que la sécurité, c'est pas quelque chose qu'on devrait monnayer. Ça devrait être fourni avec le véhicule et non pas dire on va payer 9,99 et vous allez avoir un régulateur de vitesse adaptatif. Non. La sécurité, il devrait pas y avoir de contraintes de cette nature-là. On devrait pas être forcé de s'abonner. Ça, pour moi, c'est quelque chose de grave à la limite. Comme je te dis, pour l'infodivertissement, fine. Quand BMW a décidé au Royaume-Uni qu'ils faisaient payer pour les sièges chauffants à temps par mois, écoute, c'est leur choix. Je trouve ça niaiseux, mais c'est leur choix. Mais au moins, c'est pas des systèmes indispensables. Mais quand on pense à la sécurité, ça devrait même pas être négociable. Moi, ce qui me met hors de moi, même, je te dirais que je suis pas plus d'accord pour les sièges chauffants. Je suis pas plus d'accord pour les sièges chauffants parce que encore faut-il qu'on justifie la raison pour laquelle on met plus d'argent, pour laquelle on charge plus cher. Dans un véhicule où il n'y a pas du tout de siège chauffant, où on n'a même pas installé le bouton, la capacité de chauffer les sièges, versus l'autre où il faut qu'on le fasse, tu me dis celui où on l'a installé, il coûte plus cher. Ça, j'ai absolument aucun problème, ça a du sens. Mais là, le BMW, il a le système de siège chauffant. On assume littéralement que le but, c'est d'aller traire tout l'argent du consommateur parce que il est là. On n'a aucune raison de charger à part l'avarice, là. C'est ça. Évidemment, on va quand même donner le crédit à BMW. Ils l'ont fait pendant 6 mois puis ils l'ont arrêté. C'est vrai. Ça ne marche plus. Mais pour tout ce qui est comme ça, selon moi, et encore une fois, l'infodivertissement, ça s'applique pas, hein, parce que souvent, cet argent-là va servir à produire du contenu. Je pense à des trucs comme Sirius, hein, les trucs de satellites, des choses comme ça. Ou c'est aussi les compagnies de production de contenu. À la limite, on peut justifier le coût de plusieurs façons. Mais je suis d'accord avec toi. Si le régulateur de vitesse ou peu importe, les caméras 360, ils sont présentes avec le matériel qui est là, donne-moi pas une caméra de recul normale jusqu'à ce que je paye 9,99 par mois, là. Et là, on n'aimera pas la compagnie, mais une compagnie qui est souvent susceptible de voir ses VUS voler, hein, au Québec. On la nommera pas, mais plusieurs savent de quoi on parle. Ben, nous a annoncé qu'il avait installé des nouveaux systèmes de sécurité sur leur véhicule et que d'ici 2 ans, il y aurait de nouveaux systèmes anti-vol, mais qu'il faudrait prendre un abonnement. Alors, à un moment donné, là, déjà, ça me coûte une fortune d'assurance automobile pour être capable d'avoir ce type de véhicule-là parce qu'ils sont plus susceptibles d'être volés. Si, en plus, je suis obligé de payer un supplément, mais là, ça devient considérablement plus compliqué, là. Mais écoute, je suis quand même content parce qu'on se rend compte de plus en plus, je crois, d'un phénomène qui existe quand même depuis longtemps. C'est pas nouveau non plus en 2025, mais le fait qu'au bout du compte, pour beaucoup de ces compagnies-là, on est des machines à argent. Hein? Et c'était déjà clair avant, mais j'imagine qu'on se rejoint probablement sur un autre des flops de 2025. Et je rappelle à nos auditeurs qu'on s'est pas du tout parlé de nos tops et nos flops avant. Et il y a des bonnes chances, par contre, qu'on soit d'accord, là. Mais c'est nos données personnelles. Et la disparition des réseaux FM au profit de justement une radio qui va gérer nos données personnelles pour nous envoyer tout du stock, en fait, des pubs et tout ce qui vient avec, là. Vraiment. Puis en fait, tout ce que je vais te dire là est basé sur un rapport de Mozilla qui date de 2023. Donc, c'est vraiment pas nouveau en 2025. Mais ce qui est nouveau en 2025, c'est ce que tu mentionnes, c'est que
on savait déjà que pour la vie privée, les véhicules, c'était des désastres. Hein? On le savait déjà, surtout aussitôt qu'on est avec des systèmes intégrés, des systèmes embarqués, connectés, tout ça. Mais en 2025, ce qu'on a vu, c'est une augmentation des gens qui nous forcent à utiliser ces systèmes embarqués, intégrés et connectés. Ben oui. Puis c'est le cas, comme je te l'ai dit, on sait que Tesla a déjà annulé les radios FM dans ses véhicules. De plus en plus, la plupart des véhicules électriques n'ont pas de AM. On nous dit que c'est pour des raisons techniques, parce que les ondes AM entrent en interférence avec le circuit électrique. Mais là, on veut enlever le FM. Pourquoi? Pour mettre une application Google Built-in, qui est le TuneIn, entre autres, où tu peux avoir toutes les stations de radio. Mais c'est aussi le meilleur moyen de te faire payer des abonnements. C'est aussi le meilleur moyen de récolter tes données personnelles. Et à partir de là, on va pouvoir envoyer à ta voiture des informations, des publicités qui vont être géociblées en fonction de tes données personnelles et de l'endroit où tu te trouves. Donc, ça devient à ce moment-là un panneau publicitaire roulant qui s'adresse personnalisé en plus. Là. Un panneau publicitaire roulant personnalisé. Donc, ça va devenir considérablement compliqué. Et encore une fois, tu l'as dit, ben ça joue avec toute la confidentialité de ta vie personnelle. On disait à la blague, là, de plus en plus, si vous avez une voiture, assurez-vous de vous débrancher de tous les réseaux parce que quand vous êtes sur Google Built-in, par exemple, et on a ramené une voiture ce matin, moi j'ai ramené entre autres une Volvo ce matin, et tous mes comptes étaient liés à la voiture, compte Google, compte Google Maps, compte Waze, compte autrement. Si j'oublie de me déconnecter, c'est le journaliste après moi qui a accès à toutes mes données et qui est capable de me suivre à la trace. Et à la limite, moi, personnellement, je m'en fous que le journaliste après moi, il sache que j'écoute Believe the Cher dans mon auto, là, OK? T'écoutes Believe the Cher dans Il était sur mon top 2025. Mais tout ça pour dire que j'ai plus peur, personnellement, des manufacturiers parce que écoute, est-ce que tu sais combien ça rapporte aux manufacturiers? Oui, tu le sais parce qu'on s'en a déjà parlé, mais c'est entre 10 et 15 $ US de l'heure d'utilisation que chacun d'entre nous, on rapporte aux manufacturiers avec notre information personnelle. Et ça, c'est justement, comme tu l'as dit, ce qui vendent les compagnies de publicité, ce qu'ils appellent en anglais des data brokers. Ouais. Peut-être que tu as un meilleur terme en français pour ça. Et c'est pas juste, écoute, votre nom, votre positionnement GPS, ça, on s'en doute déjà, hein, toutes les informations qu'on donne, mais ça va plus loin que ça. Ça va aux enregistrements audio qu'il y a dans votre véhicule. Et oui, parce qu'on a tous la commande vocale, et donc enregistrement audio et pas juste quand vous avez la commande vocale activée. Et pour certaines compagnies, dont Nissan, mais c'est pas la seule, là, mais c'est celle qui est, selon le classement de Mozilla, la plus creepy. C'est le terme exact, super creepy, et même le terme scientifique utilisé. Et entre autres, Nissan collecte des données sur ta vie sexuelle. Oui, il y a Nissan, puis il y en a une autre. C'est-tu Honda? Je crois qu'il y en a plusieurs, mais du moins ce que j'ai sur Mozilla. D'ailleurs, je suis désolé, Nissan, de vous nommer ici, mais c'est quand même étrange. Ben, en tout cas, moi, je peux dire que s'ils récoltent des données sur ma vie sexuelle dans l'auto, ils ont dû trouver le temps long au cours des 5 dernières années. Mais... Et moi donc, hein, généralement, on essaie de les garder propres. Mais pas rien que ça, je veux dire, c'est parce que à l'âge que je suis rendu, je fais plus de prouesses de cette nature-là, à moins de prendre des véhicules 7 passagers. Mais ça, mais le Volkswagen a des bottes. Non, mais en tout cas. Mais pour les vieux hippies, c'est parfait. C'est parfait. Mais t'as parfaitement raison, en fait. Quand tu parles de ce genre de données-là, ça devient extrêmement compliqué. Écoute, un autre flop dont il faut parler, et c'est le dernier, en tout cas, moi, c'est mon dernier, ce sont les rappels. Ben, mon dernier. Mon dernier, quand on parle pas de modèle, là, parce qu'on va parler de modèle après. Ce sont les rappels. C'est devenu absolument aberrant le nombre de rappels que l'on enregistre chaque semaine, chaque jour presque. Ford est le grand gagnant cette année. Ils ont eu je ne sais plus de combien de millions de voitures rappelées au cours de l'année. Il y a des rappels. Le Jeep 4XE, qu'on a rappelé une première fois parce qu'il y avait un problème. On l'a rappelé la deuxième fois parce qu'on a dit on s'est trompé, on ne l'a pas réparé comme il faut. On s'en ennuyait, hein, on l'a rappelé. Et ils l'ont rappelé une troisième fois parce qu'il y avait du sable dans le moteur. Ah, tu sais, à un moment donné... Du sable dans le moteur? Ouais, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils moulent les pièces de moteur dans des moules en sable. Si c'est mal nettoyé, il y a certaines unités qui avaient encore du sable à l'intérieur. Alors, tu dis, ça n'a pas de bon sens, ces rappels-là. Je comprends qu'on a automatisé, puis peut-être qu'on a un peu
couper les coins ronds sur le contrôle de qualité, mais ça n'a aucun sens, les rappels cette année. C'est complètement fou. Et mon préféré de tous les rappels, par exemple, je dois dire que ça, c'est pas la compagnie, c'est le gouvernement qui est un peu imbécile. Ils ont commencé par rappeler le Chevrolet Equinox pour dire il fait pas assez de bruit. Et il fait trop de bruit. Il fait pas assez de bruit, c'est rare, hein, ça. Puis là, il fait pas assez de bruit. Puis là, ils ont fait le rappel des deux. Une fois, il faisait pas assez de bruit, une fois, il faisait trop de bruit. Pas assez de bruit, mais c'est quoi le critère? Écoute, c'est une bien bonne question, mon cher. Je sais vraiment pas c'est quoi l'idée. Ils ont juste dit, c'est que comme c'est une voiture électrique, ils ont décidé qu'il fallait absolument qu'ils décident ce qui se passait avec ça. Donc, c'est complètement débile, là. Ils ont rappelé les voitures une fois parce qu'elles faisaient trop de bruit, une fois parce qu'elles faisaient pas assez de bruit. Et là, on sait plus trop où on s'en va. L'idée, en fait, c'est qu'on veut qu'un véhicule électrique ait un certain bruit quand vous faites certaines fonctions, mais faut que ce soit perceptible par l'extérieur, mais que ça rentre pas les piétons sauts. C'est exactement ça. Alors, c'est tout simplement parce qu'on veut s'assurer que les piétons soient en sécurité, puis il faut qu'ils le fassent quand il est stationnaire, et c'est là qu'il y aurait eu un problème. C'est ça. Écoute, on en apprend tous les jours, mais c'est un petit peu ironique, hein? C'est complètement fou. Une chose de son contraire. Moi aussi, j'en ai un dernier, là, en termes de concept. Dans ce cas-ci, c'est pas un concept, mais c'est pas un modèle non plus, c'est la SAQ. Hein? Puis bon, mais je dis tu ris parce que tout le monde va dire ça clique, c'est sûr. Mais on en a assez parlé, là. On a tous écouté les émissions de fin d'année, là. On le sait qu'est-ce qui s'est passé avec la commission Galin et tout, mais c'est plutôt par rapport au fait que je trouve qu'on est lent par rapport à beaucoup de pays dans le monde pour adopter justement de la réglementation par rapport à l'outillage de sécurité. Parce que à beaucoup d'endroits dans le monde, là, on est en train d'imposer de plus en plus des trucs de sécurité de base et tout. Tandis qu'ici, il me semble qu'après la caméra de recul... Mais nous, on est basé sur les Américains, en fait. On se base sur les perspectives américaines. Les Américains, quand ils l'adoptent, nous, on l'adopte, c'est pas très long après. Normalement, il n'y a pas de règles propres au marché canadien parce qu'on n'est pas assez nombreux, on vend pas assez de voitures. Tu sais, on vend moins de voitures au Canada dans une année qu'en Californie seulement. Alors, évidemment, notre poids relatif est assez limité par rapport aux manufacturiers. Donc, même si on veut les forcer à faire quelque chose... Je te parle pas nécessairement au niveau de manufacturier, mais je te parle au niveau des adaptations, des méthodes et des lois et de la réglementation, alors qu'on voit que c'est un mouvement quand même, et t'as tout à fait raison que je pense surtout à l'Europe. OK, là, t'as tout à fait raison que je pense à l'Europe. Je pense à je crois, l'Allemagne qui a eu des gros changements là, dans la dernière année par rapport à son code de la route. L'Europe, globalement, a des grands changements. Écoute, ils ont d'ailleurs adopté un règlement à l'effet qu'en 2026, on était obligé d'avoir certains boutons dans les voitures pour éliminer les écrans. Ben, tu vois, c'est tout à fait là que je voulais en venir avec mon prochain, mais qui est un modèle, celui-là? Ouais, je sais exactement lequel. Avant d'aller là, on va juste revenir effectivement sur les différents équipements de sécurité. Il y a une affaire qu'on pourrait tout simplement faire, c'est implanter une vérification annuelle des véhicules. Ce qui se fait dans la majorité des pays, à peu près partout. Nous, on n'a aucune vérification. Et pourtant, on a un parc automobile qui vieillit, mais tu n'as aucune vérification obligatoire sur ton véhicule. Fait que on a une loi anti-bazou, là, anti-midoune, en théorie, mais l'affaire appliquée, c'est une autre affaire. Donc, si au moins on avait ça, ça limiterait considérablement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Voilà. Alors maintenant, on va vous parler des modèles qui ont fait moins qui ont moins satisfait nos besoins, je te dirais. Mais il y en a un qui a fait l'unanimité pour être le pire modèle de l'année. C'est la deuxième année d'affilée. C'est la deuxième année. C'est le Volvo. Attends, c'est lequel déjà? Le EX30. Le EX30, oui, c'est ça. J'arrête pas de me mélanger parce que déjà, chez Volvo, je déteste leurs noms qui sont tous extrêmement similaires. EC 365, là. Alors, t'as tout à fait raison que c'est le EX30. Et pourquoi le EX30, hein? Parce qu'il n'y a pas de cadran. Il y a un écran et c'est tout. Toutes les commandes sont à l'intérieur de l'écran central. Et là, quand on dit toutes les commandes, c'est toutes les commandes. Ça veut dire, bien sûr, là, le système d'infodivertissement, mais ça, c'est normal. Il y a aussi, vous voulez ouvrir le coffre à gants? C'est dans l'écran central. Vous voulez changer les rétroviseurs? C'est dans l'écran central, mais en dessous du troisième menu, par exemple. Exact. Vous voulez voir votre vitesse? Moi, c'est ça qui me dérange le plus. Il faut tasser sa tête et regarder l'écran
central. Il n'y a pas de cadran et il n'y a même pas d'affichage tête haute. Il y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que cet écran. Et je suis obligé de te dire que je trouve ça dommage parce que c'est un véhicule qui est agréable à conduire, qui est le fun, qui est dynamique, mais c'est tellement contraignant d'avoir juste cet écran-là, ça n'a aucun sens. Et c'est honnêtement la pire invention de l'histoire que de faire tout ça à l'intérieur. En plus que c'est un Google built-in, ça veut dire que tu n'avais pas CarPlay probablement. Ou si tu l'avais, souvent c'est par fil. En tout cas, c'est souvent plus difficile. Moi, je n'ai pas CarPlay parce que moi, Toi, t'es avec Android, moi, je suis avec Android. Et bon, j'avais logué mes affaires, bien entendu, avec mon Android. Donc, absolument, voilà. c'est avec le Chevrolet Blazer aussi que j'ai dû aller avec le Google built-in. Ouais. Donc ça aussi, ça me dérange, mais pas mal moins que de ne pas avoir de commande sur ta clé aussi. Moi, Ouais. c'est ça qui me purge, disons le mot, là, OK? Il y a pas de bouton sur ta clé et il y a pas de bouton pour partir le véhicule. Donc, ça c'est un peu le même principe aussi avec le Blazer, mais au moins, il faut que tu pèses sur le frein pour le démarrer. Oui. Au moins, il faut que tu fasses quelque chose. Puis à la fin, tu peux peser sur un bouton pour arrêter le véhicule. Mais avec le Volvo, tu peux pas. Avec le Volvo, tu t'approches, la porte se débarre, tu entres, le véhicule démarre, tu t'en vas jusqu'à ta destination, tu quittes, mais tu pèses sur aucun bouton, tu fais juste mettre ça sur Park puis t'en aller. Ça sonne vraiment fantastique, hein? Sur Ouais. papier, ça sonne vraiment cool, t'as rien à faire. En pratique, ça fait que tu te demandes toujours, est-ce que mon char est barré? Est-ce que je suis correct? Est-ce que le char est parti? Dans le même ordre d'idée, la Polestar 3. T'en parleras à notre collègue Jacques Deshaies, que tu connais bien. Jacques a conduit la Polestar 3. La Polestar 3 arrive avec une carte. C'est pas une clé, c'est pas un truc, c'est vraiment une carte. Et pour démarrer le véhicule, tu dois déposer la carte là où il y a la recharge par induction. Tu peux même pas la garder dans tes poches parce que le moteur part pas. C'est comme ça pour le Blazer aussi. Il faut Ah oui? aussi que tu le mettes à l'endroit avec la recharge par induction. Ça n'a aucun sens. Ça Quelle fonctionne idée. aussi quand tu l'as dans les poches, mais ils te disent de le mettre dans le... Mais Polestar, ça fonctionne pas du tout. Le moteur ne démarre pas si tu ne la mets pas là. Et Polestar partage le même système d'infodivertissement à peu près que Volvo. Donc, on n'est pas tout à fait dans quelque chose de très similaire. Dans les autres modèles qui m'ont déçu, écoute, celui-là, là, ça me fait tellement de peine. Mais tellement de peine, William. C'est le Mercedes Classe G électrique. Oh, ouais! Oh, mon Dieu! OK, non, ça, c'est ma surprise d'aujourd'hui, là. Ça, écoute, moi, le Classe G, là, je l'ai dit, je le répète, c'est mon véhicule de rêve. J'adore ce véhicule-là. J'adore la conduite. Et je suis obligé de te dire que j'ai aimé la conduite du véhicule. J'ai aimé me rendre. J'ai fait l'aller-retour vers Québec à son volant. C'est toujours agréable. Cette espèce de stature immense. Comment tu es installé, comment le volant se prend en main. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça parce que je suis un fan. L'intérieur, ben écoute, le système d'infodivertissement, le MBUX, on l'a amélioré. Il est plus facile. Mais c'est pas ça le problème. C'est l'autonomie. Écoute, j'ai fait de chez moi à Québec. C'est exactement 217 kilomètres. Je suis parti de la maison, j'étais à 100%. Je suis arrivé à Québec, il me restait 11% à peine. Ça, là, ça veut dire qu'en réalité, j'aurais pu faire à peu près 250, 260 kilomètres avec le véhicule maximum. Et c'était pas quand il faisait moins 30 000, là. C'était aux alentours de 0,1 degré. Donc, c'était pas si froid que ça. J'ai maintenu une moyenne de 49 kWh au 100 km. À titre de comparaison, là, une Hyundai Ioniq fait à peu près, Ioniq 5, Ioniq 6, ça fait à peu près 21. Et là, j'ai fait 49. Ça n'a aucun sens. Et c'est tellement dommage parce que j'adore ce véhicule-là. J'aime ce véhicule-là profondément, même si, encore une fois, il y a des affaires que je comprends pas. Entre autres, avec le Classe G électrique, tu peux faire des 360 sur place. Tu peux littéralement faire 2 ronds sur place. T'en as-tu servi? J'ai essayé. C'est sûr que je l'ai essayé. C'est sûr que je l'ai fait. Est-ce que c'est utile? Ah, on pourrait s'en reparler longuement. Mais la réponse, c'est j'ai aucune idée à quoi ça sert. Mais honnêtement, c'était super le fun à faire, là. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Mais c'est une de mes déceptions de l'année. Clairement, là, c'est un des véhicules avec lequel j'ai eu le moins de plaisir cette année.
Moi, c'est une coupe de modèles, puis je les ai même pas conduits. Mais c'est plutôt l'annonce en soi. C'est les électriques de Subaru. Juste en général. Ben, écoute, jusqu'à maintenant, le Solterra est pas édifiant, on s'entend, là? Ben, le Solterra, il est pas édifiant, OK? Mais même outre ça, le Uncharted puis le Trailseeker, là, c'est-tu deux autos? Donc, je ne... Oui, j'osais pas faire la référence complète, mais ça se peut-tu que ce soit deux autos dont je ne suis pas du tout enthousiaste? Comme honnêtement, je n'ai pas vraiment aucune anticipation pour ces deux véhicules-là. C'est du Subaru, encore un peu tout craché. La Uncharted, un peu moins vrai que le Trailseeker. Trailseeker, c'est vraiment du Subaru classique, plate raide. Tandis que, bon, OK, l'Uncharted, ils ont essayé de faire ça un petit peu plus rond, ce qui est déjà bien, hein. Mais après ça, c'est quoi? C'est deux nouveaux VUS avec des garnitures de plastique noir qui ont 400-ish kilomètres d'autonomie. Hey, c'est vraiment ça qui manquait sur le marché des électriques, tu sais. Effectivement. C'est un peu décevant, même si on nous dit que, contrairement aux autres, ils vont être un peu plus hors route. Et Subaru veut se donner une image d'aventurier. T'as raison, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la réalité, là. Bien entendu. Dans la série de ceux qui m'ont déçu aussi, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, l'Acura ADX. Ouais, je l'aurais pas mis dans mes flops, mais je l'aurais pas mis dans mes tops. C'est le genre d'auto qui, justement, fait pas d'ombre quand elle passe en avant d'un mur beige. Tu sais, c'est dommage parce qu'on attendait beaucoup de ce véhicule-là de la part d'Acura. On espérait que le véhicule était pour être dynamique, agréable, pas trop cher. Et finalement, c'est sous-motorisé. On n'en parle jamais. C'est un véhicule qui est lourd en conduite alors qu'il n'est pas si gros que ça. C'est un véhicule qui est ennuyant comme les pluies d'automne à conduire. Honnêtement, c'est pas un mauvais véhicule. Puis si je le mets dans les flops, c'est pas parce que c'est un mauvais véhicule. Je le mets dans les flops parce que c'est un véhicule qui ne répond pas aux besoins qu'on espérait avec ce qu'on nous avait promis. Donc, pour moi, c'est un de mes flops. Ben, écoute, je suis un peu triste parce que moi, c'est celle-là que j'avais envie d'aimer, hein. J'ai envie de les aimer, les Acura, généralement, parce qu'on est quand même dans quelque chose qui est un peu le mi-chemin entre le luxe et l'abordable. Généralement, en tout cas, la plupart des Acura que j'ai conduits, assez plaisantes, assez confortables. Fait que bon, c'est vrai que c'est pas super inspirant, par contre. Et c'est ça qui conclut, en tout cas, moi, de mon côté, ben génial, c'est ça qui conclut notre partie négative. Donc, écoute, on finit, tu sais, je suis pas fâché, je suis juste déçu. Ouais. C'est ça, un petit peu ça, la fin de ce flop. Exactement. Au niveau des tops, par exemple, et je suis persuadé que le premier top que je vais te nommer, tu vas être d'accord avec moi. Est-ce que c'est la Honda Civic hybride? Totalement. Eh bien, encore une fois, je répète qu'on ne s'est pas consulté, mais les deux, on a visiblement autant aimé. Écoute, ce véhicule-là m'a fortement impressionné. Impressionné par sa puissance. Hein? On parle de 200 chevaux pour un hybride. C'est la même puissance qu'une Honda Civic SI. Je crois que c'est 201, là, ici. Ouais, ou dans ce coin-là. Là. Mais on est vraiment à peu près dans le même coin. La conduite de ça est super agréable. Mm-hmm. C'est solide, c'est bien fait, c'est bien assemblé. Ça tient la route, honnêtement, et ça consomme 5 litres au 100. C'est fou, c'est absolument fou. Puis même la qualité aussi intérieure, je me cacherai pas que moi, une Honda Civic, dans ma tête, c'est pas... je veux dire, le pire, c'est que c'est plus vrai. On en a essayé dans les dernières années, puis c'est plus vrai. Mais malgré tout, elle a cette réputation qui lui colle à la peau d'être le premier véhicule cheap de ton ado, là, hein, qui s'en va se faire tuner, mettre des néons en dessous. Mais on est vraiment loin de cette réputation-là. Totalement. On est dans un véhicule qui est achevé, qui est au contraire très homogène dans tout ce qu'il représente. C'est une berline qui est super intéressante. Honnêtement, je te dirais, moi, que c'est mon auto de l'année. Ça va aussi loin que ça. Tellement j'ai aimé sa conduite, tellement j'ai aimé... Tu sais, quand on disait la déception qu'on a eue des autres véhicules, c'était pas que c'était des mauvais véhicules, c'est qu'ils n'atteignaient pas les objectifs pour lesquels on les a présentés. Mm-hmm. Ben, la Civic, elle les atteint et elle les dépasse. Alors, honnêtement, pour moi, et en plus, écoute, c'est 37-38 000 $,
Ce qui est, écoute, c'est cher. C'est cher pour une Civic, encore une fois. C'est cher. C'est cher pour toutes, là. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu me dis, je vais payer 40 000 $ pour une Civic, encore une fois, avec cette idée-là de la réputation de la Civic, mais il faut s'enlever ça de la tête. Oui, il faut juste regarder ce que c'est pour ce que c'est. Puis selon moi, comme tu dis, 37-38 000, c'est très légitime. Totalement. Alors, honnêtement, c'est ma voiture de l'année. C'est mon coup de cœur de l'année. La Honda Civic. Surtout la hybride, en fait. J'ai conduit les autres, mais la hybride, vraiment, chapeau Honda. Autant vous avez manqué votre coup avec l'Acura DX, autant avec la Civic hybride, je suis obligé de vous dire que vous avez frappé un coup de circuit. Ben, écoute, je n'ai pas besoin de rien rajouter parce que je suis tout à fait d'accord. J'irais probablement jusqu'à dire que c'est mon modèle de l'année, mais je pense que c'est parce que j'ai pas essayé la prochaine. Et mon prochain top, ça c'est un message à Hyundai. Pouvez-vous me la passer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me la faire essayer, l'Ioniq 5N? S'il vous plaît. Je l'ai pas essayé, OK? Je le dis d'entrée de jeu, là. Mais est-ce que vous allez pouvoir me la faire essayer? Parce que j'ai vraiment envie de l'essayer. Parce que sur papier, c'est le char parfait. À part le prix. Mais sur papier, c'est le char parfait. Moi, je l'ai conduite. C'est pour ça. Je l'ai mis sur la liste parce que je voulais avoir ton avis aussi. Ouais, j'avoue que, faut aimer la Ioniq 5 et toi, t'es un fan en partant. Ah oui, ça, on le sait déjà. On le sait déjà. Et écoute, c'est une voiture de course, littéralement. C'est une voiture, mais en même temps, c'est aussi une Ioniq 5 très bien pensée. Oui, t'as raison, je te comprends de la mettre dans les tops. Je t'approuve même. Je te dirais pas que moi, je l'aurais fait, mais oui, je comprends. Alors, aux gens de Hyundai, petit message. Si jamais vous en avez une sur la flotte de presse, pensez à William, qui n'a pas eu l'opportunité encore de l'essayer. Comme moi, j'ai pas pu essayer la Elantra TCR parce que elle a eu des problèmes. On fera un double Hyundai, hein? On fera un épisode double Hyundai, ça va me faire plaisir. Exactement. Écoute, dans les autres bonnes voitures que j'ai essayées, il y en a une, d'autres véhicules, je dirais pas voiture, que j'ai essayé. Le Ford Maverick. Moi aussi. Moi aussi. Écoute, ce petit camion-là est absolument spectaculaire pour tout ce qu'ils ont réussi à faire avec. C'est-à-dire que, écoute, c'est sûr que c'est pas un camion pour quelqu'un qui veut travailler, là, OK? Si tu prends l'option remorquage, tu peux remorquer jusqu'à 4000 livres. Mais en temps normal, c'est 2000 livres. Ça veut dire que c'est un bébé tente roulotte. C'est à peu près tout ce que tu peux remorquer. La boîte arrière, c'est une boîte de 4 pieds et demi. Tu ne transporteras pas non plus là, de grandes affaires avec. Mais il y a un système qui s'appelle le FlexBed qui te permet d'avoir différents ajustements à l'arrière. Et ça, c'est génial. L'habitacle, on a créé un habitacle. On n'a pas pris un VUS et on a mis une boîte. On a créé un habitacle pour le Ford Maverick. Ça, c'est très bien. 2 moteurs, un moteur de 250 chevaux, le fameux moteur hybride qui fait 5,7, 5,8 litres au 100. Encore une fois, pour une camionnette, c'est spectaculaire. Et les différentes versions. Toi, tu en as eu une version, la Lariat, qui est la plus chic, la plus swell. Moi, j'ai eu la Lobo et j'ai tripé comme un enfant. Parce que la Lobo, c'est le souvenir des véhicules, des camions qui étaient suspension abaissée, roue noire, camion blanc. Il avait l'air méchant. On parle d'une petite camionnette. Honnêtement, j'ai pas trouvé de gros défauts à ce véhicule-là. C'est pour moi un des camions. Tu sais, moi, j'ai retenu le slogan de Ford quand ils l'ont lancé. C'est le camion pour les gens qui savent pas qu'ils ont besoin d'un camion. Et je trouve que c'est exactement l'idée. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis moi, à toutes les fois que je le vois ou que je le conduis, c'est très, très spécifique. Mais dans la vie, je veux beaucoup de théâtre. Ouais. Puis je me dis, mon Dieu, que je connais des gens qui travaillent en théâtre ou dans n'importe quelle affaire comme ça, pour qui le Maverick aurait sauvé la vie. Parce que ces gens-là, ils ont pas besoin d'avoir une grosse boîte. Ils ont besoin de mettre des je sais pas moi, là, des 2x4, des choses comme ça. Je donne le théâtre parce que je m'y connais, mais ça peut être n'importe quelle affaire comme ça, de petits hobbies urbains, parce que moi, ça rentrait dans mon stationnement montréalais sans trop de problèmes, mais ça se conduit comme un Tonka. Et en plus, t'as de la place en arrière, mais bon, pas énormément. On le répète, quoi qu'avec le FlexBed, ça rajoute combien? Ça rajoute ça rajoute pas, en fait, tu peux, mais tu peux surtout l'aménager à l'intérieur. Pour choisir tu peux ouvrir la boîte. Fait que c'est comme un pied à peu près là que ça rajoute. Mais bon, peu importe, là, ça rajoute pas grand-chose. Mais tout ça pour dire que j'ai trouvé que c'était, comme tu le dis, comme t'as rappelé le slogan de Ford, probablement un camion pour des gens qui pensent même pas qu'ils en ont besoin, parce que les gens qui pensent qu'ils en ont besoin, ils en ont déjà un jusqu'à un certain point. Hein? Quand on pense à un camion, on va penser à un F-150 ou un Ram qui sont gigantesques.
Et c'est pas sûr que c'est tout le monde qui a besoin de ça. Donc, non, le Maverick, sincèrement, c'est un des véhicules que je recommande le plus cette année. Je trouve qu'on a très, très bien réussi. Puis ma version était très confortable, hein, comme tu l'as dit, la version Lariat. Il y en a des versions qui sont un petit peu moins qualitatives que d'autres, surtout sur l'intérieur en termes des matériaux et tout ça, mais la version Lariat était quand même de bonne qualité. Ouais, puis le Lobo, puis tu as une version Tremor, pour ceux qui préfèrent leur route, surélevée un peu, plaque de protection. Donc, vraiment plusieurs versions. Un véhicule que j'ai beaucoup aimé cette année, moi, malgré une première réticence au look, c'est le Ioniq 9 de Hyundai. Et le V9. OK, je vais mettre les deux ensemble, Kia V9, Hyundai Ioniq 9, parce que c'est deux véhicules qui ont la même motorisation. Lequel est le plus beau selon toi? Écoute, je me suis habitué au Ioniq 9. Moi aussi, au début, je trouvais que ça avait l'air d'un gros bourdon, je sais pas trop comment dire, d'une grosse abeille, là. Ouais, mais je me suis habitué au Ioniq 9. Il y a la partie arrière qui, à chaque fois, demande un petit 15 secondes d'adaptation. Mais ce que j'aime beaucoup de ces véhicules-là, d'abord, c'est que des grands véhicules électriques, 100% électriques, il n'y en a pas des tonnes. Et ça, c'est deux véhicules qui répondent bien. Le Ioniq 9, moi, je l'aime bien parce que, comme je te dis, j'aime le style. C'est doux, ça se conduit bien, ça a une bonne autonomie. Toutes les versions ont en haut de 500 km d'autonomie, ce qui est quand même pas rien. Donc, c'est une des forces de la gamme Ioniq, hein. Ils ont vraiment misé là-dessus. L'Ioniq 6 était probablement le premier grand public à avoir au-dessus de 600 comme ça, là, kilomètres d'autonomie. Ouais, effectivement. Donc, tu as raison. Et ça, à mon avis, c'est un de mes coups de cœur cette année. Le Ioniq 9 que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié et que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime ce côté familial, mais en même temps électrique, luxueux. Même si on a refait le Palisade, qui est super beau, le nouveau Palisade, là. Mais il y a quelque chose de plus dans le Ioniq 9 que j'ai beaucoup apprécié. Moi, de mon côté, c'est le dernier modèle que j'ai dans mes tops. Puis le pire, c'est que j'ai même pas essayé la version de base, j'ai juste essayé les versions plug-in et tout ça, mais c'est la Toyota Prius qui reste, malgré tout, un choix intéressant en termes de prix, en termes de technologie, en termes de look aussi. Ils réussissent à la réinventer parce qu'il y a quelques années à peine, je la trouvais beaucoup moins intéressante. Ah oui, ça avait l'air d'une soucoupe volante, les anciens modèles, avec les espèces d'éclairs en avant. Exact. Une soucoupe volante, c'est probablement la meilleure façon de le décrire. Et ils l'ont refait. Je crois que c'était pas l'année dernière, je crois que c'était l'autre d'avant cependant, mais c'était dans les dernières années dans tous les cas. Et je suis surtout impressionné parce que écoute, t'écoutes des séries du début des années 2000 et on niaisait les personnages un peu écolo et tout ça en leur disant tu conduis une Prius. Et presque 20 ans plus tard, ça reste un choix encore intéressant en termes d'électrification, aussi en termes de justement le plug-in d'hybride branchable. Et aussi juste en termes de juste sur un marché, c'est un bon véhicule, même quand tu oublies tout cet aspect-là économique et écologique. Puis je trouve que le pouvoir, la puissance de ce véhicule-là se trouve dans son historique, où ça avait l'air d'être une mode il y a presque 20 ans. Puis finalement, c'est pas tant une mode que ça, hein? C'est passé à l'histoire, disons. Exactement, c'est ça. Oui, non, je suis d'accord avec toi. C'est effectivement un véhicule. Et le nouveau look est évidemment beaucoup plus dynamique. C'est sûr qu'elle est peut-être moins polyvalente, c'est-à-dire qu'elle est plus basse un peu, plus sportive. Ça fait peut-être moins plaisir à certaines personnes, mais moi, je la trouve très, très belle, effectivement. C'est un très bon choix. Et on en reparlera, c'est ce que j'ai été chercher pas plus tard que ce matin, une Prius. Et toute noire, là, comme elle est vraiment magnifique. Ouais, elle ne restera pas noire longtemps, cependant. Pas à ce temps-ci de l'année. Parce qu'on est un peu dans la gadoue, mais et moi, j'en ai un dernier aussi, dont je dois absolument te parler. Puis je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est la BMW i4. Je comprends pourquoi. C'est un véhicule électrique qui ne se veut pas un véhicule électrique. C'est-à-dire qu'on a réussi avec la i4 et la i5 du côté de BMW à nous produire un véhicule qui se conduit comme une auto. Tu te poses pas la question est-ce qu'elle est électrique ou pas. Tu sais, comme moi, quand tu conduis une électrique, il y a comme un compromis au niveau souvent de la perception, de la lourdeur à cause des batteries. BMW a réussi à nous garder le plaisir de conduire une BMW. Pour moi, ça a été une des grandes qualités de ce véhicule-là, c'est de nous donner les mêmes sensations qu'on a toujours eues au volant d'une BMW, et en plus, elle est électrique. C'est sûr que j'aurais pu te nommer la BMW M5 Touring hybride que j'ai conduite, qui est spectaculaire, qui est ma voiture de l'année. C'est la voiture que j'ai le plus trippée, mais elle vaut 180 000. Alors, je voulais pas mettre ça là-dedans parce que c'est vraiment là, the best of the best. Pour moi,
mais à 180 000 Ouais, mais 200 000 sur quoi que ce soit, ça se peut que tu aies le best of the best. C'est ça. Mais honnêtement, la i4, la i5, ce sont des véhicules qui sont nettement plus abordables, qui sont plus agréables, qui sont aussi agréables. Évidemment, pas mal moins sportifs, mais des véhicules qui sont le fun à conduire et qui ont conservé leur personnalité. Et ça, ben bravo BMW, parce que j'aime beaucoup ces véhicules-là. Mais je suis vraiment content d'entendre ça. Je l'ai pas conduit, donc je peux pas donner mon avis sur la conduite en tant que telle. Mais ça me fait plaisir d'entendre ça parce que je sais que très souvent, il y a des gens qui ont une certaine réticence à passer à l'électrique pour exactement la raison que tu as mentionnée. C'est même pas par rapport à l'aspect écologique, c'est même pas par rapport à l'aspect économique pour certains d'entre eux. C'est vraiment mais j'ai un attachement particulier à la conduite d'un véhicule, surtout par exemple par rapport à une marque, là, quand t'as des fans d'une marque en particulier, ils vont pas vouloir... Ta mère est BMW. Ben, ma mère est BMW, mes beaux-parents est Mini. Ben, tu sais, quand ils veulent changer de véhicule, ils se pognent une John Cooper Works, là. Tu sais, ils vont pas dans une autre marque. Je pense que c'est très bien de réussir à aller chercher ce public-là avec des véhicules comme ça qui vont faire une espèce de transition naturelle vers l'électrification. Selon moi, c'est probablement une des meilleures stratégies qu'on peut avoir en termes de compagnie, de constructeurs automobiles. Tout à fait. Alors voilà, c'est ce qui met fin à cet épisode. J'en ai un dernier, en fait. Vas-y. Parce que cette année, je me suis fait voler 2 véhicules. Comme une fois, une compagnie. Un, en fait. Oui, c'est vrai. L'autre, il s'est juste fait endommager. T'as raison. C'est vrai. Je me suis fait voler un véhicule et l'autre, on a juste brisé ma vitre. Mais, savais-tu que j'étais l'exception? Parce qu'on m'avait fait plein de blagues après, comme quoi Montréal, dangereux, le Québec, mon char était déjà rendu au port de Montréal. Mais en 2025, ça a baissé de presque 20%. Les vols de véhicules, oui. Les vols de véhicules. Donc, je sais pas si mon top, il va, je sais pas, je remercie pas les criminels de faire moins de vols, mais d'un certain côté, je sais pas c'est qui qu'il faut à qui je donne le policiers, top. En fait. Les policiers en partie, certainement. Il y a sûrement, je ne sais pas trop, le marché, peut-être que jusqu'à un certain point aussi. Non, mais je sais qu'ils ont fait beaucoup de razzias dans certains réseaux de voleurs. Alors, je pense que ça a dû contribuer à faire diminuer effectivement le nombre de véhicules sur le territoire montréalais. Et un peu partout le nombre de vols de véhicules, au minimum. Oui. Augmenter le nombre de véhicules en baissant le nombre de vols de véhicules sur le territoire montréalais. Donc, je trouvais que c'était quand même important à souligner, parce qu'on a fait même une blague plus tôt dans ce même épisode, parce que c'était la marque dont on ne nommera pas le nom. Mais tout ça pour dire que malgré la réputation du Québec et surtout de Montréal et de son port comme plaque tournante du vol automobile, il semblerait qu'en termes de statistiques, ça baisse. Donc, au moins, on peut se féliciter de ça à l'entrée de 2026. Voilà qui est une bonne nouvelle pour la fin de 2025 et le début de 2026, effectivement. Et c'est aussi ce qui met fin à cet épisode, cette fois, c'est vrai, de votre podcast Gotchard. On vous remercie bien sûr d'être avec nous, de continuer d'être avec nous. On vous invite à nous mettre des petites notes agréables sur Spotify et sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à remonter, bien entendu, d'autant qu'on a été absent un peu trop longtemps. Absolument. On vous invite aussi à nous envoyer vos commentaires ou vos questions si vous en avez, bien sûr, sur les différentes plateformes de balado ou sur notre page Facebook Gotchard Podcast, qui est le meilleur endroit, ou nos pages Facebook personnelles. Et là-dessus, mon cher William, je te souhaite une excellente année 2026 et beaucoup de succès dans tes études. Oui, parce que ça, c'est l'autre aspect. Maintenant, je vais avoir plus de temps pour faire des épisodes maintenant que je vais être un peu moins occupé avec mes études. C'était mon année de cours de doctorat qui se termine maintenant. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a eu des très beaux résultats aussi sur notre Spotify 2025, entre autres. Donc, on vous remercie énormément. Content que tu le mentionnes. On a eu une augmentation de 304% des auditeurs au cours de la dernière année, ce qui est... Absolument. Non, 304% des heures d'écoute, 41% des abonnés d'augmentation. C'est énorme. Alors évidemment, on vous en remercie énormément. Absolument. Puis bonne année à toi aussi et bonne année à vous, chers auditeurs. Bye bye, bonne année. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.